Après 2 saisons à bord et à quai du podcast de la Fondation Tara Océan, on se retrouve pour explorer et comprendre ensemble toute la richesse mais aussi la fragilité de l'océan. Avec des personnes engagées pour l'océan, comme des scientifiques, des sportifs ou encore des artistes, nous parlerons, penserons, échangerons pour déceler et interpréter ce qui nous lie à cette immensité bleue, à notre vie sur Terre. Biodiversité, climat, Arctique, droit, bien-être, engagement et culture commune, prenons ensemble le temps de regarder derrière notre hublot. Notre vie dépend de l'océan, que l'on habite sur le littoral ou dans les terres, et on ne s'en rend pas forcément compte. Pourtant, l'océan joue un rôle essentiel dans l'équilibre de notre planète, car l'océan est vivant et l'océan est vital. Alors pourquoi dépendons-nous de l'océan ? Qu'est-ce qui en fait notre allié dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Pourquoi la préservation de la biodiversité marine est-elle essentielle ? Océan, climat, biodiversité, et si c'était finalement le même combat ? Je suis Eva Salomé de la Fondation Tara Océan, et dans cet épisode, parlons du rôle de l'océan dans le climat et pourquoi il est crucial de préserver sa biodiversité, aussi riche que méconnue. Pour répondre à toutes nos questions, j'ai la chance de recevoir Laurent Bopp, océanographe et climatologue, et Vincent Marant, plongeur naturaliste, qui vont croiser leurs regards, ici, dans le studio d'enregistrement de la Gaîté Lyrique. Alors Vincent, Laurent, merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, je vais vous laisser vous présenter. Donc Laurent Bopp, je suis chercheur au CNRS. Je travaille sur le climat et sur les liens entre le climat et l'océan depuis déjà plus de 25 ans. Et donc je m'intéresse à la fois à la façon dont l'océan pilote l'évolution de notre climat. Donc j'essaie de comprendre le rôle de l'océan dans le changement climatique et je m'intéresse aussi à la façon dont, en retour, le changement climatique affecte l'océan et ses écosystèmes. Et pour faire ça, je vais un peu sur le terrain, mais j'utilise aussi beaucoup d'outils numériques, des modèles pour faire des projections de l'évolution couplée de l'océan et du climat. Et vous, Vincent ? Je m'appelle Vincent Marant, je me définis comme plongeur naturaliste. Alors j'ai commencé la plongée sous-marine à l'âge de 16 ans et je plonge depuis bien longtemps maintenant, ce qui m'a donné un certain recul par rapport à l'évolution du monde marin, qui est un monde absolument passionnant. C'est une chasse au trésor permanente quand on est féru, quand on est très intéressé par la biologie marine. En plus, je suis photographe, j'essaye de ramener de belles images pour témoigner de mes observations. Et puis comme c'est une activité qui se passe en équipe, on plonge pas tout seul, c'est dangereux, c'est pas une bonne idée, eh bien je me suis investi dans la Fédération française d'études de sport sous-marin et puis petit à petit on m'a demandé de rejoindre certaines instances au niveau national, au niveau de la commission bio et puis je suis à l'origine d'un site internet collaboratif qui s'appelle Doris et qui est devenu partenaire du Muséum national d'histoire naturelle, ce qui est une très belle reconnaissance du monde scientifique. Et notre objectif, c'est de faire l'inventaire de toutes les espèces que l'on peut voir le long du littoral français, métropolitain et d'outre-mer. Et en même temps, d'accumuler le maximum d'observations photographiques, voire vidéos, qui vont témoigner de ce que l'on peut voir maintenant, mais des évolutions aussi que l'on peut constater. Et malheureusement aussi des dégradations. Avant de se lancer dans le vif du sujet, il y a une question qu'on pose à chaque intervenant de cette saison. Quel est votre lien à l'océan ? Comment est né ce lien ? Laurent, je vous laisse commencer avec plaisir. Je peux commencer parce que c'est peut-être moins évident pour moi. J'ai grandi loin de l'océan, dans l'est de la France, loin de la Méditerranée, loin de l'océan Atlantique. Et donc mes premiers émois avec l'océan, c'est, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, des vacances au bord de la mer, de la voile, la tête dans l'eau et puis l'observation du milieu marin. Et donc petit à petit, cette graine plantée, j'imagine, quand j'étais tout petit, elle a fini par germer assez tard, au moment de mes études finalement, où je m'intéressais aux sciences de la Terre, aux sciences de la vie, j'aimais la physique, la chimie, les maths, et j'avais envie d'utiliser tout ça. Et finalement, quel meilleur milieu que l'océan pour mobiliser cet ensemble de connaissances. Et donc c'est pour ça que lors de mes études, je me suis tourné vers l'océan et vers les liens entre l'océan et le climat. J'avais l'impression qu'en étudiant l'océan, on avait besoin d'un peu tout ce dont j'ai parlé. On a besoin de connaître la biologie, on a besoin de connaître de la physique, on a besoin de connaître de la chimie. Et donc c'est ça qui m'a aussi attiré vers l'océan. Et j'imagine que c'est quand même en lien avec ces premières observations ou ces premiers moments passés dans l'océan ou sur l'océan. De mon côté, ça pourrait presque commencer comme un conte de fées, parce que au niveau familial, ma marraine ma marraine, m'a offert beaucoup de livres scientifiques quand j'étais gamin et elle avait constaté que j'avais une grande curiosité pour les choses de la nature et elle avait un jardin fantastique. Donc, le domaine de la biologie m'a très tôt intéressé et simultanément, quand j'ai appris à nager, et j'ai adoré ça, je me suis rendu compte que sous l'eau, c'était encore plus amusant.
J'ai grandi et à la télévision, j'ai vu ensuite apparaître un monsieur qui avait un béret rouge et qui avait un beau bateau, la Calypso, avec une belle équipe et qui vivait des histoires complètement fantastiques en mer. Et moi, j'étais émerveillé devant l'écran de la télévision. Donc, vous avez deviné que je parle du commandant Cousteau. Mais le commandant Cousteau, d'un côté, l'homme sur la Lune, d'un autre côté, pour moi, c'était vraiment deux mondes inaccessibles. Jusqu'à un moment où nous étions en vacances avec mes parents, donc j'avais 16 ans, et dans un terrain de camping au bord de la mer, les voisins ouvrent le coffre de la voiture, il y avait du matériel de plongée, et puis là, mes yeux sont sortis des orbites. Mon père a voulu me faire plaisir en discutant avec les voisins. Tout s'est très vite passé. Ensuite, un baptême de plongée, et puis là j'ai senti que j'avais vraiment la vocation pour la plongée, et puis j'ai fait des études qui se sont orientées vers la biologie, stage de biologie marine, et la suite ce n'est que de la passion. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, la planète se réchauffe, on le voit, on le ressent de plus en plus. Pourtant, quand on pense au climat, on ne pense pas toujours à l'océan. Alors Laurent, première question, comment le réchauffement climatique impacte l'océan ? Oui, vous avez raison. Hein. Quand on pense climat, on ne pense pas océan. On pense sécheresse, on pense canicule, on pense précipitation extrême. Et on ne pense pas à l'océan. Et pourtant, l'océan, c'est vraiment un acteur clé du système climatique. C'est lui qui pilote la température moyenne du globe, par exemple. Qui pilote les différences de température entre l'équateur, les tropiques, les pôles. Et donc oui, l'océan est un acteur essentiel du système climatique. Et c'est aussi un acteur essentiel dans le changement climatique. Pour plein de raisons. Les deux raisons principales sont liées au fait que dans le changement climatique, une atmosphère qui se réchauffe parce que les gaz à effet de serre augmentent dans l'atmosphère, l'océan est un acteur principal parce que c'est lui qui absorbe la majorité de la quantité de chaleur qu'on a en plus dans le système. Et donc si l'océan n'était pas là, cette chaleur, elle resterait dans l'atmosphère et les choses iraient beaucoup plus vite si on était sur une autre planète. Et donc si on ne comprend pas bien la quantité de chaleur qui va dans l'océan, on ne comprend pas bien la vitesse à laquelle le réchauffement climatique a lieu. Et puis la deuxième raison, qui est aussi une raison importante, c'est qu'en plus d'absorber de la chaleur, l'océan, il absorbe du carbone. Il absorbe une grande partie de nos émissions de CO2, à peu près un quart de nos émissions de CO2. Et donc chaque année, l'océan, il absorbe aujourd'hui de l'ordre de 2,5 milliards de tonnes de carbone sous forme de CO2. Et donc encore une fois, sans l'océan, le CO2, il augmenterait plus vite dans l'atmosphère. Et donc le réchauffement climatique qui en résulte serait encore plus important. Et donc pour comprendre le changement climatique aujourd'hui, pour comprendre le changement climatique demain, on a besoin de comprendre ces liens entre l'océan, acteur essentiel, et le système climatique dans son ensemble. C'est pour ça qu'on parle souvent d'océan comme un thermostat, finalement, de la planète, parce que comme vous avez dit, il absorbe cette chaleur. On parle aussi parfois de pompe carbone. Alors voilà, c'est des termes un petit peu très spécifiques, mais on comprend ce lien. Pourquoi, justement, vous parliez d'une augmentation de la température ? Pourquoi une augmentation qui paraît même minime ? Mais ça, c'est un sujet qu'on a aussi parfois quand on parle du climat, de se dire, voilà, ça peut augmenter de quelques degrés. Pourquoi cette petite augmentation aurait un impact énorme, par exemple, sur la vie marine, avant la vie humaine, évidemment ? Oui, alors sur la vie marine, finalement, l'océan qui absorbe de la chaleur, il se réchauffe aussi. Alors il se réchauffe d'abord en surface. Depuis 150 ans, il s'est réchauffé d'à peu près 1 degré en surface, les premiers mètres de l'océan. Mais il se réchauffe aussi en profondeur, parce que cette énergie, cette chaleur qui est absorbée par l'océan, elle est ensuite transportée par les courants marins jusqu'en profondeur, voire jusqu'à très grande profondeur. Donc les océanographes, ils détectent aussi le réchauffement à très grande profondeur. Et donc ce réchauffement, 1 degré en surface, alors ça peut être plus, localement, sur quelques périodes, on parle de vagues de chaleur marine, c'est beaucoup plus. Et donc ce réchauffement, il affecte les écosystèmes marins. Un point qui me semble essentiel, c'est le fait que les écosystèmes marins, ils sont habitués à des températures relativement stables, très stables, par rapport aux écosystèmes continentaux, qui eux voient la température entre les saisons évoluer de façon très importante. Les écosystèmes marins, parce qu'ils sont dans ce milieu aquatique, qui va finalement lisser l'évolution de la température, ils sont habitués à des températures très stables. Et donc même 1 degré de réchauffement, et en profondeur même 1/10 de degré de réchauffement, ça peut avoir des impacts très forts sur ces écosystèmes qui sont habitués à ces températures très stables. Justement, Vincent, comment vous, en tant que plongeur naturaliste, vous les avez observés, ces changements Eh bien, tout simplement parce qu'on est très sensible à la température. Quand on plonge, on s'habille d'une bonne combinaison parce que la température de l'eau est inférieure à la température du corps. Et au bout d'un moment, si on n'est pas suffisamment couvert, ça devient désagréable. Et c'est pas le but parce que quand on plonge, on veut passer un bon moment. Et même s'il y a des variations relativement importantes entre la surface et la profondeur, eh bien, depuis quelque temps, on se rend compte qu'effectivement, avec les vagues de chaleur, on a atteint des températures qu'on n'avait jamais connues auparavant. L'année dernière, le long du littoral français continental, on a une température qui a approché les 29 degrés. Bien, je vous assure qu'on le sent quand même. Et le long du littoral de la Corse, ça a dépassé les 30 degrés. Et donc, Laurent parlait des effets de la température, non seulement en surface, mais en grande profondeur. Nous,
les grandes profondeurs, ce sera 40 ou 60 mètres, ce serait déjà pas mal, mais on a pu malheureusement voir les impacts de ces modifications de température dans notre domaine d'évolution. Et puis, on parlait de paramètres biologiques, d'effets biologiques. Eh bien, il y a en biologie ce qu'on peut qualifier d'effet de seuil, c'est-à-dire que 1 degré supplémentaire, eh bien, ce sera parfois le degré qui va changer quelque chose au niveau de la physiologie, du métabolisme, du fonctionnement des enzymes. C'est un degré supplémentaire qui va favoriser tel micro-organisme au détriment d'autres, et ça peut avoir des conséquences assez redoutables sur les êtres vivants. Justement, comment réagit la biodiversité à tous ces changements? Est-ce que vous avez des exemples en particulier? Beaucoup. Alors au début, donc je plonge depuis une bonne 40aine d'années, au début ça avait l'air assez sympa parce qu'on a vu arriver sur notre littoral des poissons qui étaient jolis, comme la gire et le pan. C'est un poisson qui ressemble beaucoup à des poissons de la mer tropicale, il a de grandes affinités avec des poissons tropicaux. Donc on a vu arriver ces gire et le pan qui sont très belles. On a vu arriver les bécunes en plus grand nombre, c'est-à-dire les barracudas de Méditerranée. Et puis ça c'était assez plaisant, on sort de plongée, on a dit wow, on a vu un banc de barracudas, et c'est vrai que c'est spectaculaire. Et puis après c'est devenu un peu plus inquiétant parce que depuis le début des années 2000, on voit une prolifération saisonnière d'algues filamenteuses. Alors imaginez une espèce de moquette de 30 cm de haut, d'algues qui sont brunes, qui n'ont aucun charme et qui, bien au contraire, recouvrent les fonds marins là où nous évoluons, dans les 30 premiers mètres. Ça arrive au printemps, ça peut disparaître ensuite quand il y a des grandes tempêtes un peu plus tard en saison, mais pendant un certain temps, c'est absolument démoralisant. Moi qui plonge pour le plaisir, il m'est arrivé dans le parc de Porquerolles, faire une des plus belles plongées du parc de Porquerolles, et j'avais presque pleuré dans le masque tellement c'était démoralisant de voir cette moquette qui recouvrait tout un paysage qui, en temps ordinaire, est absolument somptueux. Il y a d'autres effets ensuite. En 2022, on a eu un épisode de canicule très important qui a entraîné une mortalité des gorgones vraiment catastrophique. Alors, les gorgones sont des invertébrés marins qui peuvent avoir 30, 40, 50 cm, voire 1 mètre pour certaines espèces d'envergure. Ça ressemblerait à un grand éventail vivant qui se place perpendiculairement au courant dominant. Et ce sont des animaux qui sont souvent superbes. Ça habille les tombants. Les tombants, ce sont les falaises sous-marines, de magnifiques formes, de très très belles couleurs. Et c'est une des chances que l'on a quand on plonge en Méditerranée. Il y en a également en Atlantique. C'est une des chances que l'on a parce que ça fait vraiment des paysages somptueux. Et malheureusement, en 2022, il y a eu un épisode de mortalité à cause d'une augmentation de température, même si c'est de 1 degré, 1,5 degré, mais si ça se prolonge pendant des dizaines de jours, voire des semaines, eh bien, ça entraîne une mortalité catastrophique jusqu'à 30 ou 35 mètres de profondeur. Et là, les plongeurs ont vu les nécroses apparaître, c'est-à-dire que les tissus vivants ont changé de couleur, se sont détachés du squelette. C'était encore une fois quelque chose d'absolument affreux. J'emploie ces mots, mais c'est vraiment l'impression qu'on avait en sortant de l'eau. On ne peut pas parler quand on est sous l'eau, mais alors quand on sort de l'eau, alors là on échange nos impressions. Des éponges sont mortes également, d'autres invertébrés, et là c'est une manifestation très très forte et immédiate de ces canicules. Peut-être un mot de plus sur l'impact sur les écosystèmes et sur les espèces. On a parlé de la température et des canicules marines qui, dans l'océan, peuvent durer très longtemps. C'est une de leurs caractéristiques par rapport aux canicules continentales dont on a plus l'habitude. Ça peut durer des mois, même des années. On a des exemples dans le Pacifique Nord. Nos collègues scientifiques américains ont appelé ça le blob. C'est une canicule marine qui a duré des années, avec des impacts très importants sur les écosystèmes, les organismes, beaucoup sur les macroalgues qui ont vu des épisodes de mortalité très importants. Et un dernier point sur ce qui arrive aux écosystèmes. Il y a évidemment l'augmentation de température, mais il y a plein d'autres choses qui sont aussi liées au changement climatique. Une eau chaude contient moins d'oxygène. Et donc, avec l'augmentation de température, on a aussi ce qu'on appelle la déoxygénation de l'océan. Donc, l'eau de mer peut contenir moins d'oxygène. Et il y a beaucoup d'organismes qui sont sensibles à la quantité d'oxygène dans l'eau. Tous les organismes qui en ont besoin pour respirer. Et donc ça aussi, ça peut conduire à des épisodes de mortalité très importants sur nos côtes, et il y en a beaucoup qui sont documentés par nos collègues. Et puis en plus de la perte d'oxygène, l'eau qui absorbe du CO2, elle devient plus acide. Et donc on a un autre phénomène, l'acidification de l'océan, qui lui aussi a des impacts sur les écosystèmes, et en particulier sur toutes les espèces qui calcifient, qui fabriquent des squelettes ou des coquilles en calcaire. Alors les coraux évidemment, mais aussi les bivalves peuvent être affectés par l'acidification. Donc on a finalement, rien qu'avec le changement climatique, toute une série de menaces qui pèsent sur nos écosystèmes. Et la santé des écosystèmes, elle est importante. Elle est importante pour l'océan, évidemment. Pour la beauté de l'océan, c'est ce dont on parlait. Mais elle est aussi importante pour nous sur les continents. Alors, avant de revenir sur les écosystèmes, peut-être d'abord pourquoi l'océan compte pour nous. L'océan compte pour le climat. Et donc,
les épisodes méditerranéens, par exemple, quand on a des précipitations très fortes dans le sud de la France, ça va dépendre de la température de l'eau de mer et donc de ce qui se passe dans l'océan. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres qui sont liés au fonctionnement de l'océan. Et puis, si on s'intéresse à la vie dans l'océan, là aussi, la vie dans l'océan compte pour nous, même si on habite loin de l'océan. J'ai parlé du CO2. Si les écosystèmes marins ne jouent plus leur rôle de pompe à carbone, ils sont capables de transférer du carbone de la surface vers l'océan. Et donc, s'ils ne jouent plus ce rôle de pompe à carbone, on va se retrouver avec plus de CO2 en surface et une efficacité moins grande pour l'océan à absorber ce CO2. Et donc un CO2 qui augmente plus vite et un climat qui change encore plus vite. Donc ça, c'est un des autres exemples de la façon dont l'océan affecte le climat via le CO2 et donc nos vies sur les continents. Et puis ensuite, oui, l'océan nous rend plein de services. Alors je ne sais pas si on aime le mot service écosystémique, mais il nous rend plein de services. On peut penser aux ressources halieutiques, donc aux poissons et à la pêche. On peut penser à la beauté des fonds marins, à la plongée et au tourisme. Et puis on peut penser à beaucoup d'autres aspects culturels, patrimoniaux qui sont en lien avec l'océan et qui vont affecter les populations littorales, mais en fait chacun d'entre nous. Donc vous l'avez dit, voilà, l'océan, il faut le voir de plus en plus comme un allié contre le réchauffement climatique. Quel est le rôle de la biodiversité marine dans l'équilibre de notre planète ? Quand tout va bien, on s'en rend pas tellement compte finalement. C'est lorsqu'il y a des perturbations qu'on peut commencer à s'inquiéter. On parlait de l'exemple des coraux, donc ces pauvres coraux qui souffrent de l'augmentation de l'acidité de l'eau, et ça fait partie de ces organismes qui ont un squelette calcaire important, fondamental. Il faut savoir que l'augmentation de température a un effet sur une symbiose qui permet aux coraux d'être des organismes constructeurs. Cette symbiose se fait avec des microalgues à l'intérieur des parties vivantes des coraux, et au-dessus d'une certaine température, il y a une réaction un peu bizarre. Les coraux expulsent leurs microalgues. Si ça dure pas trop longtemps, c'est bon, il peut y avoir une résilience. Malheureusement, si ça dure trop longtemps, c'est ce qu'on appelle les épisodes de blanchissement. Dans un premier temps, les coraux deviennent blancs et dans un deuxième temps, ils meurent, ils sont colonisés par des algues et c'est une catastrophe. Alors parmi les services que rendent les coraux, par exemple, les coraux ont un rôle de protection du littoral, par exemple. On sait que là où les coraux ont été préservés, là où les mangroves ont été préservés, en cas de tempête, en cas de très forte houle, voire de tsunami, avoir des écosystèmes en bonne santé, ça permet d'avoir un amortissement de ces grosses contraintes océanographiques. Et ensuite, des particularités aussi de ces augmentations de température dont je voulais parler tout à l'heure aussi. On parle d'espèces lesseptiennes en Méditerranée. Depuis l'ouverture du canal de Suez, un certain nombre d'espèces de mer Rouge sont arrivées en Méditerranée. Alors, à ce jour, maintenant, on est à 500 espèces. C'est beaucoup. Et parmi ces espèces, certaines ont un impact qui est tout à fait négatif. Le poisson lion, le poisson flûte se sont installés déjà en grande quantité dans le bassin oriental de Méditerranée et ce sont de sacrés prédateurs. Et aussi inquiétant, voire peut-être davantage, il y a les poissons lapins. On ne connaît pas bien les poissons lapins, mais ce sont des poissons herbivores. Et là où ils se sont installés, et notamment des études ont été faites le long des côtes du Liban, j'ai un ami qui tient un club de plongée en Turquie, qui est un très bon moniteur de plongée, mais en même temps naturaliste, qui a vu les poissons lapins décimer, brouter les herbiers, et la disparition des herbiers, c'est une perte pour la biodiversité, mais il faut savoir que si ces poissons lapins arrivent jusque chez nous, dévorent les herbiers de Posidonie, c'est aussi une catastrophe avec, comme le billard à deux bandes, c'est-à-dire c'est une perte pour les écosystèmes, mais les herbiers de Posidonie ont des impacts tout à fait positifs parce que les feuilles mortes permettent de maintenir les plages. En hiver, les feuilles mortes qui s'accumulent sur les plages de sable permettent de les maintenir. Les herbiers de Posidonie ont un rôle dans la captation du carbone, donc là c'est un effet bénéfique des êtres vivants pour prendre une partie du carbone que nous délivrons dans l'atmosphère et qui ensuite se retrouve dans les océans. C'est un impact vraiment indirect. Donc, augmentation de température. Ces espèces lesseptiennes, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais vont plus facilement se déplacer du bassin oriental vers notre bassin occidental, qui est un peu plus froid. Mais oui, mais si la température augmente, ces espèces vont pouvoir s'installer plus facilement chez nous avec les impacts négatifs dont je viens de parler. Je pense qu'on a vraiment un très très bel exemple, parce que là, il y a tout à la fois. Il y a l'impact direct de l'homme. Il a ouvert le canal de Suez, et il y a des espèces qui ont pu passer de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Ensuite, il y a le réchauffement climatique, qui fait que ces espèces qui sont adaptées à des eaux plus chaudes, parce que la Méditerranée se réchauffe, vont pouvoir se déplacer et envahir l'ensemble de la Méditerranée. Et puis ensuite, on a le rôle de ces espèces, à l'échelle locale, la destruction de certains écosystèmes, et puis même l'effet d'atténuation du changement climatique. Elles vont affecter les herbiers à Posidonie qui stockent du carbone. Et donc là, on voit qu'avec cet exemple, tout est lié finalement.
Est-ce que sur les impacts qu'il peut y avoir pour certaines communautés humaines, donc on a commencé à en parler, on parlait des hausses des températures, des baisses de rendement de pêche, est-ce qu'il y a d'autres impacts, est-ce qu'il y a des inégalités? On parle beaucoup de Méditerranée, on parle beaucoup d'Europe, la planète est grande, quelles inégalités existent? Oui, donc on s'intéresse aux impacts du changement climatique. Quand on qualifie les impacts, il faut s'intéresser à la vulnérabilité, à l'exposition, alors des écosystèmes marins, mais aussi des populations face à ces impacts du changement climatique. Peut-être je vous donne un ou deux exemples. Peut-être revenons sur la pêche et le futur de la pêche, le futur des stocks halieutiques, des stocks de poissons dans l'océan. Ce que nous disent les projections climatiques, les simulations que l'on réalise dans plusieurs centres de modélisation du climat dans le monde, c'est qu'avec le changement climatique, on doit s'attendre à une baisse de ces stocks de poissons dans l'océan. Pourquoi ? Parce qu'un océan plus chaud, c'est un océan qui est plus stratifié. Pourquoi ? Parce que l'océan, il se réchauffe surtout en surface, et donc on a des eaux de surface qui sont encore plus chaudes, encore moins denses, et donc elles se mélangent moins bien avec les eaux qui sont en dessous. Et dans un océan plus stratifié, les éléments nutritifs qui sont indispensables à la croissance du plancton restent cantonnés dans l'océan de subsurface, ne reviennent plus en surface, et donc ça conduit à une baisse de la productivité. Et donc c'est ça qu'on simule, c'est ça qu'on modélise, une baisse de la productivité, parce que le plancton se développerait moins avec le climat du futur. Et cet effet-là, il est surtout présent dans les zones tropicales et subtropicales. Et donc les populations qui vivent en zone littorale et dont la survie dépend de la pêche, souvent de la pêche artisanale, seraient plus frappées que d'autres populations aux hautes latitudes, où là par contre on peut même imaginer que les stocks de poissons pourraient augmenter. Parce que migration de certaines espèces, et aussi parce que la productivité du plancton pourrait être favorisée dans ces zones-là. Donc là, on voit bien, sur cet exemple-là, qu'on ne peut pas traiter l'ensemble de l'océan d'un bloc. Il faut essayer de comprendre, à l'échelle régionale, comment les différentes régions et les différentes populations vont être affectées. Et je vais revenir sur nos récifs de coraux dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir que ce sont des endroits extrêmement riches en poissons. On parlait des mers tropicales, alors que les alentours sont des fonds sédimentaires. C'est pas très très riche au point de vue biomasse, au point de vue quantité de poissons. Eh bien, il y a un certain nombre de peuples qui vivent sur des îles, qui vivent à proximité du littoral et qui tirent leur subsistance, qui tirent leurs protéines, eh bien, de la vie marine des poissons qui sont sur ces récifs coralliens. Tant qu'on a un bon équilibre entre la pêche et puis l'écosystème corallien, tant mieux. Mais si on arrive à une destruction du corail à cause du blanchissement que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il faut savoir que quand le corail est mort, c'est vraiment mort. On a l'impression de plonger dans une décharge. Et puis c'est infiniment plus pauvre en poissons et en invertébrés également. Mais donc ça peut être catastrophique à ce niveau-là. Il y a des impacts, il y a une urgence aussi, on le sait très bien pour le climat. Pour essayer de terminer sur une note un peu plus positive, quelles pistes de solutions existent, que ce soit à l'échelle citoyenne ou à d'autres? Comment on arrive à protéger l'océan, ou du moins quelles sont les pistes de solutions possibles? Alors quand on parle de solutions face au changement climatique, et on va commencer comme ça, il y a deux grands piliers de solutions. Le premier de ces piliers, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Donc il faut au maximum atténuer le changement climatique, le limiter. Alors il est déjà là, on en voit les effets dans l'océan et un peu partout d'ailleurs, mais il faut le limiter au maximum. Donc on a un cadre international, l'accord de Paris, avec des objectifs de limitation du réchauffement à, si possible, moins de 2 degrés par rapport aux températures de la période pré-industrielle, avec un objectif encore plus ambitieux de, si possible, moins de 1,5 degré. On n'en est pas très loin, d'où l'urgence dont on vient de parler. Alors comment est-ce qu'on atténue le changement climatique ? La seule vraie solution, c'est de faire baisser au maximum nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, c'est à la fois des changements de pratiques, remplacer, éviter, améliorer, et ça touche tous les secteurs de nos vies. Pour ceux qui ont trait à la mer, mais aussi pour tous les autres secteurs. En se mettant tous ensemble, on pourra et on doit limiter le réchauffement climatique. Alors il y a quand même un certain nombre de points positifs. On voit que les émissions de CO2, par exemple, qui ont fortement augmenté, elles augmentent moins vite aujourd'hui. On n'est peut-être pas très loin du pic des émissions. Ça pourrait commencer à baisser bientôt, mais il faut aller beaucoup plus vite que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc ça, c'est l'atténuation du changement climatique. Et puis ensuite, comme le changement climatique est déjà là, on en voit déjà les impacts sur les écosystèmes, sur les populations également, il faut travailler sur l'adaptation au changement climatique. Et donc là, les solutions sont multiples, elles dépendent souvent beaucoup des sites, des régions, des populations. Je donne peut-être un ou deux exemples. La vie marine, elle est affectée par le changement climatique. C'est difficile localement de limiter le réchauffement climatique. Mais donc on peut jouer sur tous les autres facteurs de stress de la vie marine. On a parlé d'aires marines protégées en limitant peut-être les activités, quelles qu'elles soient, la pêche, la surpêche, le tourisme dans certaines zones. Ça va permettre d'éliminer un certain nombre de stress et de rendre l'écosystème plus résilient au changement climatique qui est déjà là.
Donc il faut travailler là-dessus. On a aussi parlé de pollution, d'apport de sels minéraux par les fleuves vers l'océan. Si on limite ces apports de sels minéraux, on va aussi enlever un facteur de stress et sans doute rendre l'écosystème plus résilient à tous les autres. Donc il faut travailler sur l'ensemble de ces facteurs de stress. Très bien. Et pour vous, Vincent ? Nous sommes là pour diffuser la connaissance. On est là aussi en partenariat avec les scientifiques pour leur donner la multitude de nos observations. Parce que des scientifiques qui sont payés pour plonger en France, il n'y en a pas tant que ça. Nous sommes de plus en plus nombreux à pouvoir témoigner de nos observations avec des photos. La somme de toutes ces observations remonte jusqu'à l'inventaire national du patrimoine naturel. C'est une des missions du Muséum national d'histoire naturelle, c'est de mettre à la disposition du grand public toutes ces informations d'observation sur le terrain, répartition des espèces, modification de répartition. Mais je rajouterais quelque chose aussi, Laurent l'a dit tout à l'heure aussi bien que j'aurais eu envie de le dire, c'est-à-dire de cette beauté, vraiment c'est un héritage que l'on a et que l'on doit transmettre, et donc avec nos photos, on essaie de témoigner de ça. Voilà, la résilience des écosystèmes, et puis peut-être ne pas trop leur en demander au niveau de la pêche et de la surpêche, parce qu'on sait que c'est encore absolument catastrophique. Et puis je vais dire un petit mot aussi de géologue. Je suis un petit peu géologue aussi. On se pose des questions actuellement sur l'exploitation des grands fonds marins pour aller chercher des nodules polymétalliques qui nous permettraient d'avoir encore ces fameux métaux rares dont on a tant besoin. Alors, il y a un certain nombre d'États, un certain nombre de grosses sociétés qui sont dans les starting blocks et qui seraient prêts à démarrer cette exploitation à une échelle industrielle, mais on ne sait vraiment pas bien quels pourraient être les impacts ensuite sur les grands fonds marins, et il est bien possible que ça puisse avoir des impacts négatifs, encore une fois dans les échanges entre ces milieux qui comportent des êtres vivants, qui participent à la minéralisation, enfin bref, il y a sans doute beaucoup de choses qu'on ignore, et en général, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers avec ça. On va peut-être redire en 2 mots qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes dans le fonctionnement de ce système. Évidemment, mesurer la température, on met une sonde et on a la température. Mesurer la biodiversité, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc, nous, scientifiques, on a besoin des efforts de chacun. Et donc, le travail, Vincent, que vous faites sur le terrain, avec des photos, avec des vidéos, sur l'ensemble du littoral, c'est absolument indispensable pour documenter la vitesse à laquelle les changements ont lieu. Donc, on a besoin d'aller observer. Et on a besoin d'observer pour documenter, mais aussi pour comprendre. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas encore, et donc il faut encore étudier ce système, et il faut le préserver au maximum pour se préserver aussi des mauvaises surprises qui pourraient advenir. Climat, biodiversité, océan, c'est donc finalement le même combat. En abritant une vie marine d'une diversité incroyable, l'océan joue un rôle majeur pour le climat, mais aussi pour l'avenir de notre planète. À la Fondation Tara Océan, nous explorons l'océan depuis 20 ans, pour comprendre la biodiversité marine et les impacts des activités humaines sur sa bonne santé. Partager les connaissances scientifiques est la première étape pour protéger l'océan et susciter une prise de conscience citoyenne collective. Laurent, Vincent, merci beaucoup de votre contribution. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Un podcast de la Fondation Tara Océan, en partenariat avec la Gaîté Lyrique, produit par Good Drama et réalisé par Studio Fred H. Soutenez-nous en partageant ce podcast autour de vous et en parlant de nos actions. Ensemble, défendons le vivant, protégeons l'océan.